Alec Castonguay, Michel Sauger, Madeleine Blamorin, bonsoir. Bonsoir. Vaccination, Bonsoir. Rebondissons tout de suite, parce qu'on vient de parler avec le docteur Dessert de vaccination. Je vous remonte les tweets qui ont lancé le bal. M. Rodriguez, qui disait plus tôt cette semaine, près de 50 000 doses de vaccins dorment dans des congélateurs au Québec. C'est plus de la moitié des doses livrées, ce qui est exact. Les livraisons s'accélèrent, on doit accélérer la cadence. Et réponse de M. Dubé, amenez-en. Il dit, les doses ne dorment pas, elles sont déployées, elles seront toutes utilisées. Vous pouvez nous en envoyer le triple. On va toutes les utiliser très rapidement. Ce qui a changé depuis, donc, c'est que c'est clair maintenant, Michel C., je commence avec vous, qu'on va vacciner avec toutes les doses qu'on a reçues, puis on ne gardera pas au congélateur pour la deuxième dose. D'une part, puis d'autre part, quand on lance la vaccination, comme on l'a fait, il est à peu près évident que on va pas aller très rapidement. D'abord, il fallait pas, le premier vaccin, celui de Pfizer, il fallait qu'on le laisse tous à la même place dans des CHSLD. C'était sûr que c'était plus long. Avec celui de Moderna, ça va être plus facile, mais vous savez, c'est une bonne vieille chicane fédérale provinciale. Il y en a un qui a des seringues, puis l'autre qui a des doses. Puis celui qui a de doses n'a pas de seringues et il ne peut pas les envoyer. Il ne peut pas les injecter lui-même. Alors, quand le gouvernement fédéral essaie de dire aux provinces comment gérer la santé, d'habitude, ça ne tourne pas bien pour le gouvernement fédéral. Oui, Madeleine, les provinces disent, et M. Ford aussi, envoyez-nous et arrangez-vous pour en avoir plus de Pfizer et de Moderna, puis on va essayer de les donner ensuite, nous. Oui, vous dites que c'est les tweets de Pablo Rodriguez et du ministre Dubé qui ont parti le bal, mais plus tôt cette semaine, Justin Trudeau a quand même dit qu'il partageait l'impatience des Canadiens. Et ça, c'est venu, je dirais, gratter un bobo là, chez les provinces, vraiment faire vibrer une corde sensible puis agacer les provinces en disant peut-être que vous êtes trop lentes, les provinces. C'est vrai qu'il y a des provinces quand même, pendant la période des fêtes, qui ont ralenti l'opération vaccination. Ça, peut-être qu'on peut le critiquer ou le questionner, mais effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de doses, on ne peut pas penser qu'il va y avoir une opération de vaccination en masse. Il faut les doses pour pouvoir vacciner. Par contre, pour ce qui est de la petite bataille fédérale, provinciale, oui, là, on voit ça continuellement quand il y a des opérations partagées comme ça, dans les champs de compétences partagés. Mais là, je pense que les conséquences peuvent être peut-être plus, peut-être pas graves, mais différentes cette fois-ci, parce que les Canadiens veulent que ça fonctionne, cette opération de vaccination. Arrêtez de vous chicaner, puis go! Justement, parce que peut-être que l'adhésion aux mesures de santé publique vont dépendre en partie de la confiance qu'on a, qu'on est au bout du tunnel, qu'il y a un dernier petit coup à donner et qu'on va s'en sortir. Si on voit des politiciens qui se chicanent puis disent c'est trop lent, c'est de ta faute ou non, c'est de la tienne, je suis pas certaine que c'est optimal comme stratégie publique face à cette pandémie-là. Alec? Ouais, moi, j'ai trouvé ça, autant du côté d'Ottawa que de Québec, assez inélégant cette semaine, pour ne pas dire même un peu malhonnête. Quand Justin Trudeau dit ben c'est la faute aux provinces, vacciner davantage, alors que les provinces suivaient au départ les recommandations des fabricants, fallait garder cette deuxième dose-là. On n'avait pas le choix. Donc, c'était pas de la faute des provinces, mais Justin Trudeau a essayé de faire un petit peu de capital politique avec ça. Puis hier, c'était très inélégant de François Legault de dire aussi à Justin Trudeau, ben faites juste nous envoyer des doses. Comme si Ottawa essayait pas d'en avoir des doses. Comme si Ottawa se disait non, non, moi, j'en veux pas. Mais non, tout le monde veut des doses à travers le monde. Et donc, Pfizer, Moderna sont sollicités. Donc, Ottawa, s'ils peuvent en acheter plus, ils vont le faire. Donc, dans les deux cas, je me mets à la place du citoyen qui regarde ça, qui se dit sérieusement, là, ça vous tente pas de collaborer, de travailler ensemble? Là, on est dans les petites chicanes. Là. Oui, le vaccin, c'est délicat. Oui, c'est sensible. Tout le monde voudrait en avoir. Mais honnêtement, je pense que tout le monde fait de son mieux. Puis j'ai trouvé qu'honnêtement, on avait un petit peu manqué de hauteur dans les deux capitales cette semaine. Puis on manque un peu de temps pour juger aussi de la cadence dans les provinces. On verra si dans 3-4 jours, ça ne monte pas plus. Là, il y aura une vraie lumière rouge allumée. Oui, Madeleine? Oui, j'ai eu l'impression, moi, cette semaine, qu'on a vu Justin Trudeau lancer la balle aux provinces, puis que François Legault a pris un bat de baseball, puis il a frappé cette balle-là. Okay. C'était effectivement une opération de politique plutôt que de santé publique qu'on a vue. Couvre-feu. Mais ça, c'est clair que ces deux-là s'aiment pas. Oui. Aussi. Et c'est pas fini, là, parce qu'il y a une campagne qui va arriver au fédéral. Oh. Couvre-feu, disais-je. Alec, vous avez un texte dans l'actualité, sur votre site, qui vous racontait comment ça s'est fait depuis la fin de semaine dernière. Et ce que vous dites en 2 mots, c'est que le bureau du premier ministre, M. Legault, son chef de cabinet, ont été abasourdis
d'entendre un revirement à ce point abrupt de la santé publique qui, en fin de semaine, disait « Tout va bien, Madame la Marquise ». Puis là, le rendu le lundi soir, c'est « Tout va mal ». Oui, disons qu'il y a eu une précipitation là, du côté de la santé publique où on a révisé les chiffres, refait les projections et réévalué tout ça le lundi dans le jour. Puis la version du samedi n'était plus tout à fait la même le lundi. Je pense pas que le gouvernement a été surpris que des mesures supplémentaires allaient être à prévoir, parce qu'on les voyait bien, les chiffres, puis même si la santé publique n'était pas encore tout à fait là, on se doutait au gouvernement qu'il faudrait prolonger le confinement puis ajouter des mesures. Ce qui a été vraiment surprenant, c'est le couvre-feu. C'est cette idée-là qu'on ne peut utiliser au Québec dans notre histoire, qui est davantage utilisée en France depuis le début de la pandémie, que ça arrive sur le tapis, qu'on n'en ait jamais entendu parler dans les semaines précédentes. Ça a surpris un peu le gouvernement parce que et je vous avoue que moi, j'ai été très surpris aussi en l'entendant, parce que ça fait quand même depuis le mois d'octobre que les cas augmentent tranquillement, de manière plus prononcée depuis décembre, qu'on n'ait pas évoqué de scénario, par exemple, comme un couvre-feu, par exemple, si tout va mal, si les hôpitaux débordent, me semble-t-il qu'on aurait dû avoir dans la filière rouge du dernier tiroir le scénario catastrophe, on fait quoi? Puis là, qu'on n'ait jamais discuté de cette possibilité-là et que ça arrive comme ça lundi en fin de journée. Moi, j'ai trouvé qu'on C'est littéralement lundi, vous dites, donc ça, le lundi, il y a 3 jours. Ouais. Et la conférence de presse a été remise au mercredi parce que c'était trop rapide d'organiser ça pour le mardi. Là. Oui, exactement. Puis c'est quand même une mesure importante à mettre en place, un couvre-feu. Là. C'est des corps policiers, des exceptions, des amendes. Ça prend un peu de logistique. Alors, il a fallu qu'on repousse la conférence de presse. Mais qu'on n'ait pas été davantage peut-être en train d'étudier divers scénarios à la santé publique ou au gouvernement dans le courant du mois de décembre, j'avoue avoir été un petit peu surpris. Michel C., est-ce que vous avez entendu la somme des experts là, depuis hier? Moi, Dr. Weiss, hier à l'émission, nous disait pas convaincu du tout. D'autres sont sceptiques. D'autres disent bien, il fallait donner un grand coup symbolique pour dire les rassemblements privés, là, c'est terminé. Où vous en êtes, là? Moi, j'entends d'abord la même chose que vous, les experts. C'est-à-dire, oui, il y a un grand coup symbolique à donner, mais ça ne suffira pas s'il y a toutes sortes de gestes qui ne suivent pas. Vous aviez le Dr. Weiss, moi j'avais le Dr. Tremblay à mon émission qui disait exactement la même chose. C'est des demi-mesures. Et on voit aussi qui parle à ce gouvernement-là. Les commerces non essentiels vont être fermés, mais on a déjà ouvert de pouvoir faire du ramassage à l'auto, par exemple. Les chantiers de construction vont pas mal demeurer ouverts, sauf exception. Les entreprises manufacturières décideront si elles sont, de quelle façon elles sont essentielles ou pas. Est-ce que c'est le gouvernement qui décide ces choses-là ou si on laisse ça à l'entreprise? Puis si on laisse ça à l'entreprise, parce que ces gens-là ont des bonnes oreilles au gouvernement. Quand on regarde qui sont les ministres seniors de ce gouvernement-là, c'est à peu près tous des comptables agréés qui viennent du monde des affaires, là, bien, ça paraît. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu scientifique qui disent que non, là, ça va pas. Le couvre-feu, ça va pour l'aspect psychologique que ça veut dire. Mais il y a trop de monde encore qui va aller travailler, qui va aller sur des chantiers de construction ou ailleurs où il y a des grands risques. Et puis finalement, les écoles vont être ouvertes. Là, on apprend aujourd'hui que l'Ontario ferme ses écoles. Ça rassure personne, cela. Et je ne sais pas qui a raison. Moi, je ne suis pas un expert de santé publique, mais c'est clair que c'est pas évident. Là. Mais ça frappe l'imaginaire, il faut le dire, couvre-feu. D'ailleurs, Madeleine, il y en a nulle part ailleurs au Canada. Oui, on a l'exemple de la France. Hein? Puis avec l'exemple de la France, il semble quand même que ça a donné des résultats quand même là-bas, peut-être parce que ça renforçait d'autres mesures aussi. Parce qu'évidemment, quand il y a un couvre-feu à 20 heures, par exemple, c'est sûr que les bars ne sont pas ouverts après 20 heures. Donc finalement, ça vient renforcer des mesures qui existaient peut-être pas déjà. C'est la même chose au Québec. Là. Par exemple, on ne pourra plus faire de parties de hockey sur une patinoire. Donc, peut-être que ce couvre-feu-là est accompagné de certaines autres mesures et c'est le signal que ça envoie aussi de dire la situation, elle est grave. Ce qu'on croit aussi à la santé publique, c'est que quand on agit comme ça par la contrainte, c'est mieux quand une bonne partie de la population se conforme déjà aux mesures.
on ne va pas avoir des arrestations de masse parce qu'il y a déjà une population qui respecte les consignes, qui reste chez eux, qui a compris que finalement, la pandémie, il fallait s'en occuper. Donc, on veut essayer d'atteindre ceux qui n'y croient pas trop et qui traînent encore et qui pensent encore que des rassemblements sont acceptables parce qu'ils ne changent pas grand-chose à la situation. Rapidement, pour conclure sur le couvre-feu, Alec et Michel C., comment vous avez trouvé l'élaboration de la stratégie policière? Parce qu'il y a quand même de la souplesse, il faut le dire. Là. Si vous avez besoin d'aller voir votre mère malade, si vous avez votre sœur qui accouche, si vous avez un chien. Beaucoup de gens vont vouloir s'acheter un chien. Il y aura de la location de chien. Moi, je peux louer le mien plusieurs semaines, si vous voulez. Oui, je savais. Alec, comment vous trouvez l'aménagement de ça? Là? Comment ça a été présenté aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est évident qu'il y a du jugement qui devra être exercé par les policiers. C'est évident que si les gens cherchent des incohérences, ils vont en trouver. Depuis le début de la pandémie, il y en a toujours des petites incohérences. C'est impossible avec une société aussi diverse, avec toutes sortes de situations, même anecdotiques, qui peuvent se produire, que la cohérence soit parfaite. Est-ce qu'on peut aller promener son chien? Oui. Est-ce qu'on peut aller jogger? Non. Est-ce que c'est beaucoup plus dangereux d'aller jogger après 20 heures que d'aller promener son chien? Probablement pas. Vous êtes tout seul. Mais à un moment donné, il faut aussi tracer la ligne puis qu'il y ait le moins de permissions possible. Le but, je pense, c'est de garder une certaine humanité dans la façon de le mettre en place. Vous allez chercher un médicament, vous allez voir quelqu'un de malade. Le policier va comprendre, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jogger à 20 heures. Vous pouvez aussi le faire à 19 heures, puis vous pouvez le faire la fin de semaine. Bien, ça dépend pour qui. Là, mais... Ça dépend pour qui, mais ça ne fera pas plaisir à tout le monde, c'est évident. L'objectif, c'est pas de faire plaisir aux gens, mais en même temps, c'est normal qu'il y ait des petites incohérences comme ça. OK. Très bien. Michel, un mot là-dessus ou non? Parce que je veux vous entendre sur Lindsey Graham après. Oui. Juste un mot là-dessus. Il y a des incohérences, mais il y a aussi des gens qui vont être pénalisés. Les gens, par exemple, qui terminent de travailler à 18 heures, il y en a quand même beaucoup. Juste 1h30 pour aller à l'épicerie puis s'en retourner à la maison, ça ne marchera peut-être pas. Il va falloir faire d'autres accommodements comme ça parce qu'à un moment donné, là, pour certaines personnes, et on n'a pas une société où tout le monde travaille de 9 à 5, ça va être compliqué. Moi, je m'attends à ce que lundi ou mardi, là, on voit des accommodements. OK. Aux États-Unis, on revient rapidement, il reste 2 minutes et demie. Lindsey Graham, qui a réagi, qui est un allié des alliés de Trump, là, philosophiquement, puis il l'avait appuyé, puis les deux s'aimaient. Je pense que ça symbolise bien le largage. Cet homme est devenu tellement radioactif, il s'est suicide politique, si on peut parler de ça. On va écouter Lindsey Graham, puis on revient pour conclure. The president needs to understand that his actions were the problem, not the solution. That the rally yesterday was unseemly, it got out of hand, and a good friend of mine, Rudy Giuliani, did not help. Ça dit tout, Michel. Quand tu es largué par ceux qui étaient les plus près... Oui, en même temps, Lindsey Graham s'arrange toujours pour être du bon bord. Il ne faut pas oublier ça dans la politique américaine. C'est le grand ami de John McCain, l'ennemi juré de Trump. Hein. Mais effectivement, les gens sont en train de larguer. En fait, on est en train de revenir dans le Parti libéral, dans le Parti républicain, à une pensée qui dit écoutez, là, la réalité, ça existe. Et le discours de Graham au Sénat hier soir était encore bien plus éloquent. Il dit, écoutez, là, vous me dites, il y a 6 000 prisonniers qui ont voté dans tel État. Je vous ai dit, donnez-moi-en 10. J'en ai reçu aucun. Dans tel État, il y a 16 000 gens qui n'avaient pas 18 ans qui ont voté. J'ai dit, OK, donnez-moi 10 noms. J'en ai eu aucun. Il n'y a pas eu de fraude électorale, point à la ligne. Alors ça, c'est ça qui est en train de se passer dans le Parti républicain. L'épouse de Mitch McConnell, qui était ministre des Transports, qui démissionne, ça aussi, c'est un gros signal. Et ça dit à M. Trump, écoutez, on a hâte que vous sortiez de la ville. Oui, Madeleine, Ottawa, on a hâte que ce soit fini, en tout cas. Puis on était inquiets hier par toutes ces scènes-là, bien sûr. Oui, mais je vous dirais ici aussi au Canada, il n'y a personne qui a voulu défendre Donald Trump. Il y en a qui l'ont nommé par nom, là, pas Justin Trudeau, mais tous les partis, y compris le Parti conservateur, qui a parmi ses partisans des gens qui sont pro-Trump. Aaron O'Toole, le chef, a aussi voulu se dissocier carrément de ce qui se passait aux États-Unis et condamner aussi ce qui s'est passé là-bas. Bon, est-ce qu'il va partir en un mot, Michel, avant le 20? Ce serait étonnant quand même. Là. Il va partir la veille au soir pour être sûr d'être dans Air Force One pour s'en aller en Floride. Parce que sinon, ce ne sera pas Air Force One. Salut, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.